Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Marie-Hélène Voyer a écrit « Il faut parler des rivières comme on parle des lieux et des êtres qu'on a aimés, sans les idéaliser, sans les effacer. » Vous écoutez Signal Nocturne. C'est une nuit d'été. Chaude, collante, humide. Toutes les fenêtres sont ouvertes. C'est comme ça depuis que l'air climatisé a rendu l'âme. Les lits de camp gisent sur le plancher du salon, éventrés, fripés, épuisés. On repousse l'heure du coucher parce qu'il fait juste trop chaud pour dormir. Sur la table, il y a des légumes grillés, des bouteilles cernées qui claquent sur la vitre, des brochettes calcinées, des bâtons de popsicle, des branches pour poker les bûches qui brûlent trop vite. Les enfants jouent, crient et courent autour des flammes. Avec les grillons en arrière-plan et le son sourd de la rivière au loin, j'écoute Véronique Grenier qui me parle de sa dernière session. Depuis plus de 10 ans, elle enseigne la philo au cégep de Sherbrooke. Et cette année, elle a utilisé des mèmes ou mimes dans son cours. Et ça me fascine. La polyvalence et les idées de cette femme me fascinent. C'est une autrice, conférencière, chroniqueuse, porte-parole et enseignante au collégial. Elle a publié 3 recueils aux éditions de Ta Mère depuis 2016. Et en 2020, elle a fait paraître Colle-moi à la courte échelle dans une collection de poésie jeunesse. J'aime la lire avant de coucher les enfants. J'aime la lire le matin dans la section idées du devoir, après l'avoir lu dans Urbania pendant des années. J'aime surtout plonger et replonger dans les univers qu'elle a créés dans Hiroshima, Chenou et Carnet de Parc. On s'assoit ensemble et je suis curieux de savoir si, comme moi, Véronique est un oiseau de nuit. Pendant longtemps, je travaillais vraiment bien la nuit parce que, entre autres, quand mes enfants étaient plus petits, tout le monde dormait puis il y avait pas de bruit. Fait que j'aimais vraiment ça, avoir l'impression que le temps était arrêté. Je pense que c'est un de mes grands fantasmes à un moment donné, soit d'avoir plus de temps, que le temps cesse, puis là, je peux juste tout faire, puis après qu'il puisse reprendre. Mais c'est ça, depuis à peu près 2 ans, je suis devenue juste très matinale. Fait que c'est 4h30, 5h, puis c'est là mes moments préférés de la journée où je suis productive et des moments qui sont à moi. Là. Donc, t'écris le matin? Bien, j'écris un peu tout le temps. Là, on dirait que ma pratique formelle d'écriture là, depuis 2013, c'est vraiment faite alors que j'avais de très jeunes enfants avec moi. T'sais, j'ai le fantasme du long moment où je vais écrire, puis les peu de fois où j'en ai, ça marche jamais. Mais pourquoi ça marche pas? C'est une bonne question. Je pense que mon esprit, il faut que je l'accepte. Là, j'ai un esprit comme quand tu as plein de tablettes, là, des trucs d'ouvert sur ton ordi, puis tu switches de l'une à l'autre. Là. Fait qu'un long stretch, pour moi, ça marche pas. Il faut toujours que je fasse plusieurs autres affaires en même temps, puis c'est comme ça que j'avance. Ai-je un enjeu d'attention? Je ne le sais pas. Mais, est-ce que ça influence la forme de ton écriture? Bien, peut-être. J'ai vraiment la misère à me plonger dans des trucs qui sont super longs, mettons, justement parce que je pense que c'est pour ça que j'aime le poème ou le fragment, parce que c'est un peu un snap. Là. C'est quelque chose qui se jette rapidement aussi. Mais j'essaie quand même un peu, là, en tout cas, pas tant que j'essaie qu'il faut. J'ai des projets plus longs en ce moment, puis il faut que j'y arrive. Mais ça reste que c'est vraiment comme ça que je travaille. Puis j'ai vraiment appris à écrire en volant du temps dans la journée. C'était au travers des enfants, de la job. Fait que j'ai rarement eu des journées dédiées là, à l'écriture. Fait que c'était toujours à coup de 10-20 minutes que j'avais à consacrer, puis je le prenais. Puis une fois de temps en temps. Fait que on dirait que j'ai de la difficulté à travailler autrement maintenant. Là. Est-ce que à un certain point,
ton intérêt et ta démarche et ton travail d'enseignante, mais aussi de ton intérêt pour la philo, finit par rejoindre un peu ta pratique Oui, vraiment d'auteur? beaucoup. Beaucoup, ça le fait même dans la poésie. Là. Il y a tout le temps des clins d'œil un peu partout. Ouais. Là. Puis je suis vraiment contente, en fait. Je pense que le fait d'enseigner la philo puis de lire des essais abondamment m'aide beaucoup. Là. Je pense que ma capacité à problématiser, conceptualiser, argumenter, ça va. C'est juste que je pense que ce qui est dur pour moi, c'est que j'ai toujours la pression de ma discipline aussi sur les épaules, puis de la représenter, puis d'être une femme dans cette discipline-là. Ouais. Fait que j'ai toujours peur de faire des erreurs. Tu sais, je peux pas me permettre de faire un lien un peu louche ou un peu mou dans ce que j'écris. C'est comme je me mets une pression, je pense, qui des fois est invivable, parce que en même temps, faire un long texte d'une pleine cohérence, ça se fait, là, je veux dire, il y en a, mais c'est vraiment exigeant, puis c'est ça que je trouve difficile quand il faut que j'écrive plus avec ma tête. T'sais, même quand j'écris des textes pour le devoir, par exemple, c'est la même pression qui est là à ce moment-là. Puis c'est vraiment dur pour moi, en fait, de m'en départir, mais je pense que c'est au-delà de la pression externe, c'est une pression interne aussi de là, ton idée, je le vois, là, puis je le sais, là, quand j'ai forcé un lien. Fait que c'est juste de trouver des façons là, de travailler avec ça. Là. C'est un motel fade, beige, au tapis très ras. Les draps sont rugueux. C'est un motel avec des néons. Une chaise ronde en plastique vert à côté du numéro de la porte. 15-12. Je m'assois dedans pendant que tu mets la clé dans la serrure. On est arrivés en même temps. Signe du destin, pourrais-je me dire si j'étais une autre. T'as voulu remplir la paperasse. Je me dandine le corps à côté de toi. Tes doigts sur le crayon, tes doigts qui pianotent le comptoir, tes doigts, là, au plus bas de mon dos. La porte s'ouvre, un infini plus tard. T'es allé chercher à boire parce que nous avons perlé toute l'eau que nous avions dans le corps. On a laissé un lac à la place du tapis. Pour la vie, les canards, les poissons. Des pieds s'y plongent. Nos voitures grondent. Un jour, je t'ai demandé si t'allais me détruire. Et ce n'était pas ton intention, il paraît. L'enfer était dans ma face pavée de ton vouloir. Je me consumais, mais je le voyais pas. Des fois, les citations de Bukowski se trompent. Marcher au travers des flammes, tu peux pas bien faire ça. Ce qui te tue, tu sais. Tu tiens un compte de barbe à papa, rose. Tu l'as acheté pendant que je regardais un détail dans les fissures du bitume. T'as dit, ferme les yeux, ouvre la bouche. Le morceau que tu as déposé sur ma langue a fondu aussitôt. Le sucre craquait contre mes dents. Je voulais enfouir mon visage dans ce qui te restait dans les mains. Véronique Grenier nous a lu un extrait d'Hiroshima avec la musique originale de Croy. C'est un extrait du livre audio paru en 2021 aux éditions de Ta Mère. Hiroshima a été un premier livre marquant pour l'autrice, qui a ensuite publié les excellents Chenou et Carnet de Parc. Véronique Grenier nous présente Carnet de Parc, mis en lecture par la comédienne et autrice Elkana Talbi. C'est vraiment drôle parce que c'est vraiment un ouvrage dont il y a une forme particulière là, qui s'est vraiment imposée. Puis j'étais comme, ben voyons que c'est ça. Puis parce que j'ai un premier texte qui revient sans arrêt où je décris le parc, c'est juste que plus on avance, j'enlève des bouts, ce qui fait qu'on reste juste avec un petit bout à la fin. Après ça, j'ai des poèmes qui décrivent qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce parc-là. Puis après, j'ai des espèces d'extraits de journal intime. Puis tout ça revient.
Ce parc-là, ça a été un gros fantasme. Peut-être encore aujourd'hui, pour moi, c'est pas... on peut pas faire de métaphore de ça, là, puis penser que c'est autre chose que ce que c'est. J'aimerais vraiment ça qui existe pour vrai, très matériellement. Ben oui, mais non, parce que c'est pas un lieu où c'est facile, là, mais donc un lieu où on est lancé, en fait, pour qu'on vit des crises existentielles, pour aller s'éprouver. Puis là, il y a vraiment des épreuves. Il y a quelque chose de l'ordre du camp de vacances, là, à la limite, un peu là, mais camp de vacances un peu intense. Fait que je pense que pour moi, ça a été juste vraiment un exutoire d'espérer qu'il y ait un lieu comme celui-là, puis ça me permet de faire des clins d'œil à plein de choses aussi, là, entre autres dans les premiers textes, là, quand je parle à la machine distributrice là, de Coup de pied au cul, puis tout ça, c'est comme aussi tout un contre-discours sur, tu sais, quand ça va mal, ben, les gens qui disent ça va bien aller, ben, c'est vraiment le contraire du ça va bien aller qui est là, sinon on va plonger dans ce qui est difficile, puis quand on aura fait le tour, on pourra en sortir, puis on sera des êtres nus. Fait que je pense que c'est ça, Carnet de Parc, mais c'est vraiment pour moi, il existe, mais là, je mets des guillemets, là, je sais qu'il n'existe pas. Mais il existe, ce lieu-là, il est matériel, puis il faut vraiment le lire très premier degré, en fait, là, coller sur l'idée que ça existe, mettons. Là. C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des aires de jeu, de repos. Faut faire le tour, longer le bord, choisir la vie, le vide. Bienvenue, bienvenue. Fais le tour, jusqu'à ce que tu comprennes le sens des pissenlits. Un pas après l'autre, dans le sillon creux, la ligne d'un monde découpé au couteau. Aucune corde ne marque le risque. T'es en visite au parc du Lascaux pour se tester l'espoir. On nous a demandé de laisser nos affaires dans des bocaux transparents, des petits précieux. Ce que tu veux plus. Ce qui t'écharde, te râpe le dedans. Mon cœur, 2-3 cossins. Voici le musée de mes désagréments. Le moment de l'arrivée est souligné d'une encoche dans l'arbre du milieu. Comme ça, tu sais. Tu sais où tu te situes parmi les tiens. J'ai passé les doigts sur la mienne assez longtemps pour qu'on me fasse sentir que c'était louche flatter du bois. Les autres rôdaient autour. Le bac à sable, l'étang, les bosquets, le jardin français. La machine distributrice de citations profondes, celle de Coup de pied au cul, la station musicale où s'alterne avec rigidité « What a wonderful world, feeling good, shine bright like a diamond ». Des couvertures douces jonchent le sol. J'ai commencé par m'en faire une cabane. Les autres s'éloignaient. On m'a dit de sortir, que j'avais une mission. Chasse au trésor, mes champions. On nous rappelle que nous sommes nés pour la réussite. Il faut laisser les petits pains aux autres, les miettes à terre, manger ses croûtes, toujours se garder la mie pour la fin. La vie, c'est le moelleux. Je prends des notes dans un calepin. Le bonheur est caché dans un coin, c'est votre première activité. On nous donne des confettis à se lancer, petit party entre inconnus. Il faut commencer les choses en grand. Trouver le bon coin, ça semble facile. Cherche en angle, sans doute obtus. J'imagine le bonheur large. Il doit prendre de la place. Sauf que ce parc est rond. C'est-tu ça? Un jeu de l'esprit? À bout de patience devant la courbure des choses, je m'arrête 2 secondes. Mes mains font un bol. Il est peut-être en leur creux devant mes yeux depuis tout ce temps.
Fallait juste que je le prenne. Une voix plus loin. Je l'ai! Marée humaine à sprint pendant que jaillit ma candeur. Ça n'a pas exactement été du partage. Hobbes, dans sa tombe, a le pouce en l'air. Des gens arrachent, tordent, piétinent leur salut. Dans les haut-parleurs, le son d'un lent clappement de mains. Le bonheur est mort. C'était notre seule chance. Est-ce que tu réfléchis souvent à comment tes textes sont reçus, comment c'est lu, comment ça fait réagir? Oui, mais non. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça terrorisant à être lu. Là. Tu sais, quand un livre sort, puis de plus en plus, je pensais que ça passerait, mais non, quand je sais que quelqu'un va mettre les yeux sur le texte, c'est vraiment terrifiant. Puis là, je suis comme, ben voyons, pourquoi t'écris? Mais j'aime beaucoup, en fait, le fait d'être lu dans le sens où je pense que, tu sais, le livre a différents moments, différentes vies. Fait que toi, quand tu l'écris, c'est une chose. Après, tout le travail qui est fait avec l'éditeur ou l'éditrice, tu sais, un livre, c'est une co-construction. Mais il y a après l'autre mouvement qui est celui, justement, où il existe dans les mains des gens qui apporte aussi quelque chose à l'œuvre. Fait que je trouve ça super intéressant de voir, tu sais, tout ce travail-là. Souvent, les livres, les commentaires que j'ai restent que c'est des livres qui vont émouvoir les gens, qui vont les faire réfléchir. Fait que je suis vraiment émue de ça aussi. Là, mais quand j'écris, je dirais que les premiers ouvrages, je me censurais comme pas vraiment. Puis j'assumais pleinement ce qui était écrit, puis j'allais jusqu'au bout des choses. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que mes enfants grandissent. Ouais. Et il y a clairement des sujets que je me sens pas capable d'aborder aujourd'hui parce que je sais qu'ils vont peut-être être en contact avec ça ou qu'ils vont peut-être me lire éventuellement aussi. Puis on dirait que tant que j'ai pas dénoué certains nœuds ou discuté de certaines choses avec eux, je me sens pas capable, vraiment à cause d'eux, en fait, là, d'aller à certains endroits. Puis ça affecte vraiment, en ce moment, là, mes choix d'écriture, des choix de sujets. Quand ils étaient petits, on dirait que je me posais pas la question. Pour moi, c'était très loin, mais là, c'est très proche. Mais, tu sais, des choses que je dis dans Chenou, par exemple, ou des choses que j'ai nommées dans le carnet de parc, tu sais, t'as besoin d'un travail préalable, là, avec eux avant que je les mette en contact avec certaines des choses que je dis là-dedans. C'est surtout ça, en fait, tu sais, puis que oui, ça pourrait les ébranler, puis je me suis toujours dit que, mais en même temps, c'est correct, tu sais, ça fait partie de mon parcours, c'est normal, ces enjeux-là sont vécus, fait que, c'est sûr que je vais trouver les mots. On en parle déjà de ces enjeux-là, mais c'est une différence d'en parler, ça existe versus ma mère, tu sais. Mais reste que quand je choisis d'aborder quelque chose, tu sais, je le fais vraiment de manière comme pleine et authentique, en fait. Fait que c'est pour ça. Mes objets d'écriture, quand j'y vais, ben j'y vais, puis, tu sais, j'assume pleinement tout ce qu'il y a dedans. Là. Fait que tu cherches la vérité, tu veux pas juste effleurer quelque chose et ne pas plonger en plein cœur. Oui, je pense que c'est un gros mot, là, mais je pense que oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça aussi que je pense que même ma manière d'écrire a à voir avec cette préoccupation-là. C'est pas pour rien que chez moi, souvent, la forme ou la manière de dire est souvent vraiment proche de ce qui est dit. C'est comme si pour moi, il faut que ça aille ensemble. Puis je pense que ça a vraiment à voir avec ce souci-là, justement, de quelque chose de vrai. Mais il faudrait que j'explore plus, ou peut-être que des gens qui étudient en littérature pourraient faire cette job-là à ma place, c'est mieux. Tu pourrais écrire un essai là-dessus. Ça serait très auto-référentiel. Oui, c'est ça. Véronique Grenier, lit Véronique Grenier, non. En 2020, Véronique Grenier a publié un premier recueil destiné à un jeune public, Colle-moi. Le livre a remporté plusieurs prix littéraires. On y suit les réflexions et émotions d'un jeune garçon dont les parents se sont séparés. C'est sincèrement très touchant. Colle-moi est paru en 2020. Le livre a une vie fabuleuse aussi. Tu as eu des contraintes d'écriture pour Colle-moi? Bien, je m'étais quand même dit que j'écrirais pas pour la jeunesse. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que je me sentais peut-être pas capable. Je vais dire ça comme ça. Je pense que faut vraiment il y a une finesse dans les textes pour la jeunesse. Il faut s'adresser à leur intelligence. Il faut être capable de faire des images particulières. Puis j'avais pas l'impression que c'était
un lieu qui serait bon pour moi, tout simplement. Mais quand on m'a proposé ce projet-là, bon, c'était la poésie, fait que j'étais comme OK. C'était la courte échelle, j'ai dit OK. J'ai appris à lire avec la courte échelle comme toute une génération, pas encore aujourd'hui. Fait que pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'accomplissement que la maison d'édition me demande quelque chose. Je trouvais que c'était un beau mandat aussi parce que je pense que si les gens détestent, c'est ça le bon mot, ou sont indifférents à la poésie aujourd'hui, c'est parce que peut-être qu'ils n'en ont pas eu là suffisamment près d'eux. Puis je dis près d'eux dans le sens que Baudelaire, Rimbaud, c'est loin de nous d'une certaine façon. Puis ça prend une motivation pour aller lire ça. Il faut que tu aimes la poésie pour le lire avec toute la joie du monde ou un méchant bon prof. Fait que je me disais, peut-être que, en fait, cette collection-là va donner le goût à des gens d'en lire. Fait que je me trouvais juste chanceuse. Mes volontés pédagogiques dépassent toujours Véronique Grenier dans sa classe de philo. Je pense que je suis pédagogue comme un peu partout, puis même avec ce que je fais avec la littérature. Fait que je voyais juste une occasion là, de l'être encore, fait que d'intéresser. Puis, fait que ça a été peut-être 3 périodes d'écriture pour faire l'ensemble du recueil. Je me suis beaucoup inspirée Moi, j'ai gardé tous mes journaux intimes à partir de l'âge de 6 ans. Fait que j'avais des textes de quand mes parents se sont séparés. Fait que j'ai vu comment j'avais vécu la chose là-dedans, même si je m'en rappelle pas mal, mais c'était quand même intéressant d'avoir mes mots de 1991. Est-ce que tu repassais déjà dans ces carnets-là et cahiers-là avant le processus d'écriture de Colle-moi ou c'était... Je les ai relus, mais ça faisait longtemps. Là. Okay. Ils ont du parfum dedans et puis, là, fait que je sais que je les ouvre pas si souvent que ça. Fait qu'il y avait vraiment ça. Puis il y avait après ça toute la perspective de la maman qui s'est séparée du papa de ses enfants. Fait que, puis ça, on le sent aussi dans le livre, là, ce segment-là qui est quand même là. Puis mais je me suis pas tant inspirée de ça. C'est sûr que j'ai vu mes enfants vivre des choses, mais sauf que mon enjeu en ce moment dans l'écriture, c'est que je peux pas emprunter de leur vécu, tu sais, à eux. Je me refuse de faire ça parce que c'est leur vie, c'est leurs émotions. Fait que, puis si j'avais mis ça dans mon livre, j'aurais eu l'impression, ou du moins, puis même avec leur autorisation, je dirais, ils comprennent pas les implications de ça, c'est trop gros. Fait que là, c'était de trouver la fine line entre ce que j'ai pu voir, mais que j'avais pu voir chez d'autres aussi, puis qui faisaient aussi partie de mon récit. Fait que les choses qui me semblaient très communes, ça, je me suis dit, OK, tu sais, ça, je peux aller comme piger là-dedans. Ce qui a fait que, oui, mes enfants se sont retrouvés quand ils ont lu le livre, mais tous les enfants que j'ai rencontrés se sont retrouvés quand ils ont lu le livre. Puis pour moi, ça, c'était fondamental. Puis ce que je trouve étonnant avec ce livre-là, au final, c'est que j'ai beaucoup de commentaires de parents qui le trouvent assez, qui fait mal, mais du bien en même temps, le livre pour eux. Je pense que c'est juste que les émotions qui sont nommées là sont des émotions souvent sur lesquelles, comme parent, quand tu te sépares, tu essaies de juste tasser ça un petit peu parce que tu sais que tu les as blessés, là. Tu les as blessés pour la vie, là. Puis souvent, on aime ça se dire, non, ça va aller, ils vont se reconstruire. Toutes leurs amis sont séparés. T'sais, on se dit plein d'affaires quand on se sépare. Mais la blessure qu'eux, ils ont, que souvent, ne vont pas pleinement nous nommer parce qu'ils voient bien que nous aussi, on rush. Mais ça reste qu'au final, on en a pas tant peut-être pris assez soin. Fait que je pense que c'est une des choses qui est abondamment nommée dans le livre. Fait que c'est pour ça que ça fait mal, parce que les parents sont obligés de se rendre compte que l'enfant peut-être a eu mal, puis peut-être faut qu'il adresse la chose. Puis des fois, on n'a pas toujours les mots, mais ce que j'ai su, c'est que le livre a permis beaucoup de discussions parents-enfants, puis ça m'a vraiment touchée. Il y a un papa qui m'a écrit sur Instagram, vive les réseaux sociaux. Puis c'est ça qui m'avait dit que sa fille, c'était l'enfer là, depuis la séparation, puis elle pleurait tout le temps, puis tout ça. Puis ils ont lu le livre ensemble, puis c'est ça qui a comme permis, en fait, à l'enfant de vraiment nommer tout ce qu'elle sentait. Puis après ça, elle s'est mise à juste mieux aller. Puis là, moi, j'ai pleuré pendant des jours parce que j'étais comme, voyons donc. Fait que ça, c'est une des choses belles, en fait, de l'écriture, c'est qu'il y a quelque chose de thérapeutique quand on lit des livres, littéralement. Puis je suis vraiment heureuse de participer, en fait, à ça. Elkana Talbi nous lit un deuxième extrait de Carnet de parc. J'ai vu ma première chute. Un corps qui fait l'étoile et tombe avec le sourire. Certaines ont lancé des cordes un peu après, pour rien. Elles pendaient raides longtemps. J'espérais un tressaillement, n'ai reçu que la confirmation de l'étendue vers le bas, que le vide du panneau des profondeurs près des chaussures abandonnées avant le saut ne mentait pas.
me suis demandé pourquoi en avoir mis tout le tour du parc. J'écris ma conclusion en gros traits. Dans le fond, il n'y a pas de fond. On n'a même pas cette chance. La lumière est une switch cachée dans un arbre, jamais le même. Pour l'instant, il fait noir. Quelqu'un en a eu assez de sa lucidité, son voir clair. Ça devient tout un défi de continuer de se promener les bras par en avant. Les souliers butent contre des racines, des branches, des corps, des roches. À la première débarque, les genoux en sang, j'aimerais que ma mère me badigeonne de mercurochrome des pieds à la tête. Question de prévenir les écorchures à venir. Celles faites qu'elle a oubliées. Les mères oublient. Portent le déni en pot de secours. Je m'étends dans le carré de sable. Sweet spot pour se refaire le derme. Attendre après un semblant de soleil. Pause bien méritée. Même si tout ça vient juste de commencer. C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des aires de jeu, de repos. Faut faire le tour, longer le bord. Cher journal, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? On se le demande. On dit que oui. On dit qu'il faut se battre à chaque jour sa résistance, sa révolution, son grand oui. Sisyphe. Roule ta pierre and be merry. Au moins, t'as une roche à toi. Paquet de joie à traîner dans le fond de ta poche. Pour les jours de rivière, les jours de fleuve, les jours de bain trop pleins. Coule avec le sourire de celui qui a les moyens de sa gestion de crise. En parlant de Colle-moi, tu disais que pour certains parents, ça avait permis d'identifier, de nommer, de discuter de points sensibles, de sentiments qui ne sont pas toujours heureux. Est-ce que pour toi, la souffrance, c'est encore un moteur d'écriture? Je pense que je suis vraiment en transition, tu sais, dans mon écriture. Puis une chance, ça veut dire que je vais mieux. Ça a été un matériau facile. Un, parce qu'excessivement présent. Puis, tu sais, la douleur, ben, tu sais, quand on se cogne puis que ça pulse, je veux dire, c'est quelque chose c'est tangible, là, la douleur, beaucoup plus que le bonheur, ultimement, qui, lui, a pas, à moins qu'on soit... Des états de fébrilité particuliers, mais sinon, c'est plutôt au plat, j'ai envie de dire, le bonheur. Alors que la douleur, c'est ça, elle a sa propre pulsation, puis je trouve que c'est vraiment facile de la circonscrire, de trouver des images, de la mettre en mots, puis je veux dire, on est originaux, mais pas tant, les archétypes, tu sais, reviennent, fait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut se rejoindre puis créer des communautés, puis je trouve que c'est fécond pour l'écriture. Mais... Puis je pense qu'à certains égards, j'ai peut-être par moments eu peur d'arrêter de souffrir parce que je pensais vraiment que ça allait être l'arrêt de mort de ma capacité à écrire des choses. Puis non. Fait que voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui écrivent et qui ont peur de perdre leur douleur, il y a autre chose après, de même plus mieux. Fait que c'est ça, mon écriture, en ce moment, elle morphe, elle change beaucoup, elle se nourrit pas des mêmes lieux. Fait que c'est un peu tremblotant pour moi. Je trouve que je suis encore en état d'adaptation aussi par rapport à ça. Mais je trouve ça vraiment le fun aussi parce que je pense que ça aurait été très facile de ne faire que du Véronique Grenier pendant tout le monde se serait écœuré là, pendant toute ma carrière littéraire. Mais c'est intéressant de voir, c'est ça, le renouveau. Puis je trouve ça le fun aussi de lire les textes un après l'autre puis de dire, shit, tu sais, ce qui se fait maintenant, c'est vraiment loin de ce qu'il y avait là. Fait que
j'évolue puis je progresse. Fait que ça, c'est le fun aussi. Pourquoi on s'attache autant au mythe de l'artiste torturé, selon toi? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a quelque chose de romantique là-dedans. Là. Il y a quelque chose de beau à se dire aussi qu'on peut faire du beau à partir de la douleur. Puis je pense que c'est espérant aussi. Là. Ça veut dire qu'on n'est pas pogné à subir. Dans le fond, quand tu arrives à créer à partir de ce qui te fait mal, c'est que tu prends quand même... tu as une pogne d'une certaine façon sur ça. Puis je pense que c'est ça. Ça, c'est rassurant de se dire qu'on peut faire ça puis qu'on peut transcender aussi la douleur. Fait que je pense que ce mythe-là de l'être constamment tourmenté, c'est celui aussi qui réfléchit puis qui voit donc l'existence avec beaucoup de lucidité. Puis on aime ça de nos artistes, en fait. Là, je pense qu'ils voient l'existence avec une pleine lucidité. Mais je pense qu'en même temps, ça peut être intéressant d'avoir d'autres regards puis qu'on puisse faire un nouveau mythe autrement parce que... c'est lourd, en fait, de vouloir peut-être plus se rattacher à la souffrance qu'autre chose. Là. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous rendre sur le site des Éditions de ta mère pour écouter l'intégralité du livre audio d'Hiroshima, une réalisation de Louis-Philippe Roy avec la musique originale de Croy et la conception sonore de François Larivière. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard, la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. Et merci également à l'équipe de Télé-Québec Estrie Montérégie pour l'accueil chaleureux. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale et l'habillage sonore, François Larivière au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.